Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Au mois de février 1947 se tient à Alger le congrès du PPA-MTLD. Lors de ce congrès, on décide de créer une organisation paramilitaire qui allait servir de fer de lance pour le déclenchement de la guerre de libération. Nous allons revenir aujourd'hui dans le détail sur la création de cette organisation paramilitaire, l'organisation spéciale. Pour évoquer l'histoire de cette importante organisation qui a marqué l'histoire de notre pays, j'ai le plaisir de recevoir M. Mostafa Saadawi. Il est professeur à l'université de Bouira, spécialiste du mouvement national et directeur du laboratoire de recherche Histoire locale, mémoire collective et nouvelle approche. Monsieur Mostafa Saadawi, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Bonsoir. Dans la précédente émission, on a donc on a évoqué justement la nécessité de revenir sur donc la création de l'organisation spéciale en 1947 dans un contexte particulier, un contexte où les esprits étaient encore marqués par le drame de 1945. D'ailleurs, Hussein Ahmed disait à l'époque mai 45 va ouvrir une nouvelle étape historique à laquelle devaient correspondre des formes de lutte et d'organisation neuves. Donc, on a déjà l'esprit de l'os dans cette déclaration de Hussein Ahmed. Oui. Effectivement, le 8 mai 1945 a constitué un tournant décisif dans le parcours de l'élite nationaliste contre la colonisation française. Tout le monde était, après ces massacres-là, était convaincu que la façon, le langage que la France coloniale comprenait, c'était la force. Et que la violence coloniale doit être, comme on dit, on doit opposer à la violence coloniale une violence révolutionnaire. Mais le comble, c'est que juste après ces massacres-là, au lieu que le mouvement national va se mettre à préparer l'action armée ou l'action directe, comme on l'appelait à l'époque, la majorité des composantes, toutes les composantes pratiquement du mouvement national sont revenues à la lutte avec les moyens classiques, à la lutte politique. Bien sûr, Farhat Abbas avec son fameux parti UDMA, les oulémas qui sont revenus à leur activité pédagogique, à la prédication, etc., mais aussi, c'est là le surprenant, mais aussi le PPA, avec le retour d'Émile Sali, ce vieux routier de la politique, cette personnalité charismatique qui incarnait la révolution, alors que les jeunes qui ont intégré le parti du peuple algérien durant les années de la guerre et qui étaient convaincus de la nécessité de passer à l'action d'un mouvement révolutionnaire, voilà que Messali est arrivé, il surprend tout le monde, et il prend tout le monde à contre-courant et décide de participer aux élections parlementaires qui étaient prévues pour le mois de novembre 1946. Il arrive à imposer sa décision, sa volonté à la direction du parti et ils vont participer, ils vont gagner 5 sièges au Parlement français. Mais le résultat, la conséquence, c'est que le parti a été vraiment secoué. L'intégrité du parti, l'unité du parti était menacée. Et les jeunes, parce que les jeunes avant, ils critiquaient Farhat Abbas et les autres formations politiques qui participaient aux élections. Même ils avaient un slogan qu'ils clamaient, ils disaient « Man intakhaba kafar ». Ça veut dire participer aux élections, c'était un acte d'incrédulité. De dire des incrédules. Alors voici que maintenant Messali vient leur demander de participer aux élections. C'était inconcevable, c'était un choc. Ça a créé un tremblement au sein du parti. Et pour surmonter ce problème, après avoir tenté de le surmonter via
l'organisation d'une conférence de cadre à la fin de l'année 46, en décembre 46 précisément. Ça n'a pas donné de résultat parce que les jeunes réclamaient l'organisation, la tenue d'un congrès. Voilà qu'un congrès était organisé le mois de février, le 15 et le 16 février. La première journée, c'était à Bouzaria, le deuxième à Bellecour. Et voilà, c'était pour la première fois depuis 10 ans que le parti organise un congrès. Voilà. Alors, ce congrès sera marqué par donc, cette décision de mettre en place une organisation paramilitaire, donc, qui devait, c'était en quelque sorte une manière d'aplanir les contradictions qui ont surgi à l'intérieur du parti, comme vous l'avez si bien expliqué. Oui, en réalité, il y avait plusieurs propositions. Oui. Il y avait ceux qui étaient pour la participation à la vie politique, oui. Parce que pour eux, c'est une occasion qui se présente, voire une aubaine, une brèche qui s'ouvre, alors ils doivent la profiter pour faire avancer la cause algérienne. Et pour eux, ça ne se contredit pas avec la révolution, parce que leur conception de la révolution, elle est différente. La révolution, pour eux, ce n'est pas une action directe comme l'a concevé les jeunes. Pour eux, c'est un mouvement de masse. Alors pour eux, participer à la vie politique, aux élections, c'est organiser des campagnes électorales, c'est quelque chose de très normal. Ouais. Par contre, les jeunes, notamment qui ont adhéré au parti durant les années de la guerre, avec les années 40, ils avaient 18 ans, 19 ans, 20 ans, ils sont nés la majorité dans les années 20. Pour eux, la politique, ils n'ont connu de politique qu'en clandestinité. Pour eux, c'est la clandestinité, c'est l'action armée. Pour eux, il fallait se mettre en clandestinité et commencer à préparer l'action armée. Alors, il y a deux conceptions différentes. Et dans ce congrès-là, chaque parti a essayé de convaincre l'autre parti, a critiqué l'autre parti. Il y avait un débat très houleux, et très, comment dirais-je, dense. En fin de compte, on a abouti à une solution médiane. On a abouti à satisfaire tout le monde. Ouais. On va, d'accord, satisfaire la jeunesse. On va créer une organisation ultra-clandestine, paramilitaire, qui aura pour mission de préparer la guerre, libération, préparer la révolution armée, l'action directe, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. En même temps, on va participer à la politique parce qu'on va créer un parti politique qui va prendre le nom du Mouvement pour le triomphe de liberté démocratique. Et ce parti-là va aussi préparer les masses pour la révolution qui va venir. Il va participer aux élections, il va organiser des campagnes électorales, il va s'impliquer dans la vie politique. En même temps, on va maintenir le PPA en clandestinité. Et comme ça, on a pu surmonter le problème, la crise. Mais est-ce que c'est une véritable solution? C'est une question qui s'impose. Ou plutôt, on est face à une solution, comment dirais-je, temporaire, à une fuite en avant. Une fuite en avant, alors, la mise en place de cette organisation va créer une sorte de problème parce qu'il fallait la rattacher au parti clandestin, c'est-à-dire au PPA. Et il fallait également qu'elle s'auto-gère en quelque sorte, parce qu'il fallait trouver des moyens de financement. Oui. Alors, comment donc cette organisation sera réellement mise en place? D'accord. Vous avez touché le vrai problème. C'est qu'on va créer une organisation révolutionnaire, mais qui sera gérée par un parti politique. Ça veut dire, entre guillemets, pour une direction modéré, légaliste. Ouais. Est-ce qu'on peut conjuguer les deux choses? Est-ce qu'on peut joindre les deux bouts? C'est là le problème. On aura la réponse après 3 ans. Ouais. Après 3 ans. Maintenant, on est en 47. Ouais. La réponse, on l'aura après 3 ans. Maintenant, pour commencer, il y avait bien sûr, on a voté le bureau politique. Oui. À la tête du bureau politique, il y avait Missali. Et on a choisi de Barine pour cette mission. On a chargé de Barine d'accomplir cette mission. Et de Barine, il a
former un comité, on peut dire un comité des quatre, pour faire un comité de réflexion, une commission, si vous voulez, ad hoc, pour faire un travail de réflexion sur cette organisation. Le comité est composé d'autres membres du bureau politique, notamment Aït Ahmed, Dabbarine et Boukadoum. Et ce comité commençait à travailler, à penser sur la stratégie, quelle sera la stratégie de cette organisation, sur sa structure, comment sera sa structure, sur le recrutement, qui on va recruter, comment on va les recruter, etc., etc. Et puis, les événements se sont un petit peu bousculés. Il y avait une crise sur la chaîne internationale. On a pensé que peut-être il y aura une troisième guerre mondiale, alors il fallait accélérer les préparatifs. Les préparatifs, c'est pour ça qu'on a structuré l'OS. Alors, Belouizdad, il était le chef. Son adjoint, c'était Aït Ahmed. C'était Aït Ahmed. Alors, ils ont constitué un état-major. Le premier état-major. Premier état-major. Le Constantinois, pour le responsable du Constantinois, c'était Boudiaf. Le responsable de la Kabylie, Ammar Oud Hamouda. Le responsable de Alger 1, ça veut dire la ville d'Alger, et Mitija et Titari, c'était Gilali Erguimi. Le responsable de Alger 2, c'était Maroc, c'était Zahra, Chlef, etc., ou Charis. Et le responsable de l'Oranie, c'était Bembella. Et aussi, il y avait un autre élément important. Un instructeur militaire et un inspecteur national chargé de l'instruction militaire. Il avait une formation militaire. Il a fait l'école militaire de Cherchel. Il était un fils de Kaït. C'est qui était Abdelkader Jelali Belhadj. Donc, cet état-major, il a commencé à travailler. La première réunion qu'il va organiser, c'était je me rappelle bien, c'était le 13 novembre, 12 au 13 novembre 1947. À cette réunion, Belouizdad avait assisté à cette réunion. Mais c'était la première et la dernière réunion à laquelle il va assister, il va assister. Pourquoi? Parce qu'il était malade, très malade. Depuis les massacres du 8 mai, il a été détaché à Constantine. Il a fait des grands efforts pour structurer le Constantinois. Et alors, il était touché par la maladie de l'époque, la tuberculose. Alors, il était très malade. Il ne pouvait pas s'y mettre à tâche. D'ailleurs, certains militants, on ouvre juste une petite parenthèse. Quand il organisait des réunions à Constantine, il était très très malade. Donc, il sortait pour des fois, donc il crachait du sang. Du sang, oui, très très malade. Il était très malade. Et des fois même, il cachait sa maladie, jusqu'à ce qu'il ne pouvait pas la cacher, il était contraint. Alors il fallait l'hospitaliser, soit hospitalisé avec une fausse identité en France. Il décédera donc. Il mourra en 1952. Alors, Aït Ahmed va remplacer à la tête de l'état-major Belouizdad. Alors c'est pour ça, moi, j'aimerais bien dire que le premier chef de l'OS, c'était Belouizdad, mais le premier chef de l'état-major, c'est Aït Ahmed. Pratiquement, c'est lui, depuis la création de l'état-major, il a pris les rênes de l'organisation. Son adjoint, c'était numéro 2, c'était Abdelkader Jelali Belhadj, instructeur militaire et inspecteur national. Et les autres, c'était des chefs de deux zones. Le Constantinois, la Kabylie, Alger 1, Alger 2 et l'Oranie. Ça, c'était la première version de l'état-major. Alors, cet état-major, donc il fallait maintenant expliquer, il y avait une brochure pour maintenant comment procéder au recrutement, vous l'avez souligné. Oui, Primo, si vous m'excusez, la première des choses sur laquelle ils vont se pencher, c'était la stratégie. La stratégie, oui. Quelle stratégie pour affronter ce colonialisme? Quelle stratégie? Et c'est pour la première fois, à ma connaissance, qu'on va poser cette question durant la longue lutte contre l'occupation française depuis 1830. Quelle stratégie? Alors, pour y répondre, ils se sont référés aux différentes expériences nationales antérieures
et aussi aux expériences internationales en Chine, en Vietnam, en Irlande, un peu partout, en Espagne contre Napoléon. Alors, aussi, ils ont essayé d'élargir leurs connaissances en matière de pensée militaire stratégique et ils se sont référés avant Clausewitz de la guerre, à l'Idelhad. Vraiment, et même ils se sont via un député Mzrna qui était membre de la commission de la défense au Parlement français. Alors ils ont pu avoir les documents relatifs à la défense, à l'armée française, et comme ça ils ont élaboré une stratégie. Après maintes discussions, ils ont abouti qu'ils ont 4 options stratégiques. La première option, c'était le soulèvement populaire. La deuxième, c'était l'option 2, c'était un terrorisme généralisé. La troisième option, c'était une zone libérée. Et enfin, la quatrième option, c'était la guerre des partisans. Ils ont écarté en premier le soulèvement populaire. Pourquoi? Parce qu'un soulèvement populaire, il est basé sur le principe de la supériorité numérique, la supériorité en nombre. Alors que maintenant, la supériorité en nombre n'a pas d'importance. Vu l'évolution technologique avec les armes actuelles, la supériorité en nombre perd son importance. Et puis le drame de Sétif, il n'était pas loin. Exactement. Et aussi, la France, vu l'importance de l'Algérie pour la France, l'Algérie, c'était la pierre angulaire dans l'impérialisme français. Alors, on ne peut pas laisser l'Algérie comme ça. Alors, et l'histoire le démontre, avant les insurrections de 1871, et puis les massacres de 8 mai 1945. Alors, une telle option était une action suicidaire. Une action suicidaire, vouée à l'échec. Ils s'attaquent aux individus. Et ça ne résout pas le problème. Alors, aussi, ils l'ont écarté. La troisième option, c'était zone libérée. Cette idée, c'était proposée par Belouizdad. Mais une zone libérée, d'accord, on a des reliefs accidentels, on a des forêts, on a tout qui peuvent favoriser la création d'une zone libérée. Mais une zone libérée aussi a besoin d'une puissance de feu importante. Il faut avoir des armes sophistiquées. Ça n'est pas donné pour les Algériens. Et surtout, le plus important, c'est d'avoir des frontières avec un pays ami. Un pays ami et fort et qui est prêt à risquer, à prendre le risque militaire et diplomatique pour assurer un soutien logistique pour cette zone libérée. Et ce n'est pas le cas de l'Algérie. Ça a réussi avec le Vietnam, parce que le Vietnam avait des frontières avec la Chine. Mais ça ne pouvait pas être le cas de l'Algérie, parce que l'Algérie et ses frontières, c'est avec la Tunisie et le Maroc qui étaient occupés à l'époque par la France. Enfin, la dernière option qui était restée, c'est la guerre des partisans. Ils ont opté pour cette option. Pourquoi cette option? Parce que cette option, elle permet de situer le conflit avec l'ennemi, avec le colonisateur, de situer dans un contexte qui va favoriser la force morale du résistant au détriment de la puissance technologique et matérielle de la puissance coloniale. Cette option-là se repose sur plusieurs principes, notamment sera une guerre populaire, solidaire, le peuple pour les résistants, pour les moudjahidines. Le deuxième principe, c'était la guérilla. Ça veut dire qu'on ne va pas prendre le taureau par le corps. On va favoriser une autre approche indirecte et de rendre la présence coloniale en Algérie coûteuse et de préférence de quitter l'Algérie que de rester. Et enfin, notre principe, c'était la connaissance du territoire. La terre, elle est toujours à côté de ses enfants parce que c'est eux qui la connaissent le mieux. Alors, c'était l'option stratégique que l'OSS avait adaptée. Et elle va la développer, elle va l'élaborer. Ça, c'était la première réalisation. Cette approche stratégique qu'on va mettre en exécution à partir de novembre 1954. Bien sûr, avec... On va retrouver après donc, cette stratégie qui sera adoptée bien plus tard. Alors, donc, en ce qui concerne la stratégie, voilà, vous l'avez expliqué. Maintenant, il y a un programme de formation
Formation militaire et formation politique. Et recrutement aussi, qu'on va la viser. Voilà. Oui, pour faire la révolution, on doit l'encadrer. Oui. On doit l'encadrer. Alors, il nous faut un encadrement. C'est pour ça qu'il fallait recruter. L'OS va recruter entre 1500 à 2000 militants, selon des conditions très rigoureuses. C'est telle l'expérience militante. C'est un ancien militant qui avait plus de 3 ans dans le parti. Aussi, être intelligent, la discrétion, la force physique, la conviction, être convaincu par la lutte armée, qu'on doit mener une lutte armée contre la France pour la chasser de l'Algérie. Aussi, alors il y avait des conditions très rigoureuses. C'est pas comme ça qu'on va recruter un ministre. Et puis, ça va se faire suivant une procédure très compliquée. Très compliquée, oui. Voilà, elle passe par plusieurs phases. La première phase, c'était l'enquête. Avant de recruter un élément, on va enquêter sur sa vie, sur son comportement. Est-ce qu'il peut faire être membre dans cette organisation? Après l'enquête, l'enquête elle est positive. Il y a l'entrevue ou la rencontre, l'entretien. L'élément, il est informé par son responsable politique qu'il va rencontrer une personne qu'il ne connaît pas. Il va la rencontrer dans un coin, dans un lieu, et durant cette rencontre-là, on va lui parler de l'idée de l'État armé. Est-ce qu'il est d'accord de se préparer cette lutte-là? Est-ce que les devoirs d'un membre de cette nouvelle organisation, s'il accepte? C'est le résultat, il est positif. On passe à la troisième phase. La troisième phase, c'est l'épreuve. On va le mettre en épreuve. On va lui demander d'exécuter une opération. En opération, on lui donne un rendez-vous, aussi avec un mot de passe, avec une personne qui est inconnue. Et alors, une fois qu'il rencontre cette personne-là, il va lui donner une arme, il lui demande d'exécuter une opération. Il va tuer un gendarme, un policier, un colonialiste, une opération. Il va mettre une bombe. On le laisse exécuter l'opération. À la dernière minute, on lui donne le contre-ordre. On lui dit c'est bon. Quand on est sûr qu'il est décidé à exécuter l'opération, on l'arrête. Parce que ce n'est pas le moment de passer à l'action. Après, la quatrième phase, le sûrement. Après quelques jours, on l'interpelle, généralement la nuit. Il vient dans un lieu, un hangar par exemple, ou un garage, devant des gens cagoulés, généralement des responsables de l'OS. Il va faire le sûrement sur le Coran, etc. Et enfin, la cinquième phase, c'est le détachement. Généralement, on va le détacher de l'OPI, l'organisation politique, à l'OS, l'organisation spéciale. Et ce détachement, généralement, il se fait d'une façon à ne pas attirer l'intention des services. On demande à ce militant-là de devenir indiscipliné, de fréquenter des colonialistes, d'aller dans des lieux malsains. Ouais. Et puis le parti, alors là, décide de le chasser. Par mesure disciplinaire, il va le radier du parti. Mais réellement, il était transféré de l'organisation politique à l'organisation spéciale. Mais malheureusement, ce n'était pas toujours le cas. Des fois, il y avait des militants qui ont resté membres et dans l'organisation politique et l'organisation spéciale, ça a créé des problèmes pour l'OS. Ouais. Parce qu'on n'a pas appliqué cette mesure. Séparation. Donc, c'est une structure pyramidale entre les groupes, les demi-groupes. Oui. Au début, Ahmed parle d'une organisation 4-4. Oui. Même les archives français corroborent cette version. Il y avait la cellule se composait par 4. Mais rapidement, on l'a changé, on a restructuré. C'était des demi-groupes. L'unité de base, la cellule, elle est composée de 2 militants plus un responsable. Ça veut dire 3. Et 3 demi-groupes formaient un groupe. Ouais. Ça veut dire 3 plus 3 plus 3, 9, plus le chef, c'était 10. Ouais. Un groupe. Et 3 groupes plus un chef, on a une section. C'était comme ça, la zone, la région, la section ou la brigade, le groupe, le demi-groupe à l'échelle nationale. Le Constantinois, la Kabylie, Alger 1, Alger 2 et l'Oranie. Et à un moment donné, on a essayé de diviser le Constantinois en 2 zones. Ouais. Et l'Oranie en 2 zones, mais ça n'a pas duré. C'était à la fin de la période de Aït Ahmed.
Ouais. Mais quand l'état-major a changé, on est retourné à l'ancien. Et ça ressemble presque à la structure territoriale que le FLN va adopter à partir de 54, novembre 54, bien sûr avec quelques modifications. Alors, et puis il y a maintenant des sections. Il y a la section formation, la section des artificiers, la section transmission. Alors, oui, ça c'est l'organisation hiérarchique, c'est la hiérarchie. Et puis il y a du service, les services généraux. Oui. Il y a des services généraux, notamment à partir de 1948, on a commencé à créer des services généraux. Il y avait un service de génie. oui. Ce service de génie-là, il a pour mission de récupérer les explosifs et aussi de fabriquer. Pratiquement, c'était un noyau d'industrie militaire. Ouais. Un noyau d'industrie militaire. Récupérer ces explosifs, fabriquer des explosifs de divers types, explosifs incendiaires, explosifs offensifs et tout. Et aussi former les militants techniques déminatage, d'explosifs, etc. Ouais. Alors, ça c'est le service d'explosifs qui était dirigé par un arabe. Oui. Arabe, qui était à un moment donné chef de la région de Chlef. De Chlef, oui. Il y avait un deuxième service, le service de transmission. Ouais. Service de transmission. Ce service-là, il était chargé de récupérer du matériel de transmission. Ouais. De transmission, des postes émetteurs et récepteurs. Ils ont essayé de fabriquer des postes émetteurs et récepteurs. D'ailleurs, apparemment, ils avaient pu récupérer à partir d'Al-Baïda un ancien appareil émetteur de l'armée américaine. Ils ont acheté un appareil avec à l'hôtel Safir. Oui. D'ailleurs, Aït Hamed parle de cette histoire-là, comment on l'a acheté. Oui. Et d'ailleurs, la police, apparemment, elle suivait. Elle a pris une photo pour Aït Hamed avec le fameux officier-là. Elle a pris une photo. Durant les fameuses élections qu'on appelle les élections de Najlen. Oui. On a arrêté un militant nationaliste. Attends, Hamd Rouab Hiya, si je me. Ah non, l'Akhdar Rabbah, pardon. Oui. L'Akhdar Rabbah. Alors, un commissaire des renseignements généraux est allé voir l'Akhdar Rabbah. Il lui a présenté une photo. Il lui a dit: est-ce que vous connaissez celui-là? Il parle d'Aït Hamed. Oui. Il dit: non, je ne connais pas. Il lui dit: parce que ça veut dire l'officier-là, il a tué le deuxième dans la photo Aït Hamed. Alors, on n'arrive pas à le connaître. Il lui a dit: je ne connais pas. Mais on a trouvé ta carte visite dans sa poche parce qu'il était un élu. l'Akhdar Rabbah. Alors, l'Akhdar Rabbah, il a répondu: moi, je donne ma carte visite à tous les citoyens, à toutes les personnes qui viennent me voir. Alors, ils ont fomenté toute une histoire, comme quoi Aït Hamed était assassiné par l'autre personne qui était avec lui sur la photo, pour connaître qui était Aït Hamed. Ils ont la photo d'Aït Hamed. Ils savaient qu'il a entrepris des contacts, et peut-être même ils ont l'information qu'il a acheté un poste militaire ou pas, je ne sais pas. Mais ils ne savaient pas qui c'est exactement, l'identité de la personne qui figure sur la photo. Pour dire, ils ont acheté des postes émetteurs, et aussi à Dal-Baïda, parce qu'il y a un grand militant nationaliste, comme il s'appelle, Mouloud, je ne me rappelle pas, il habite ici à Beblouet. Oui. Il était responsable de la zone d'Alger, mais ce n'est pas la zone, la région. Ouais. Il travaillait dans l'atelier, les ateliers de Dal-Baïda. Ouais. Alors, grâce à ce militant-là, ils ont pu voler du matériel des ateliers de Dal-Baïda. Aussi, ils ont fabriqué un poste émetteur. Généralement, les responsables ils travaillaient dans le domaine des télécommunications. La poste, Tel Asla Hamdan. Hamdan était responsable, responsable du service de transmission. Aussi, il y avait un autre service, un embryon de service, on peut dire, c'est du renseignement, Sans oublier, aussi, on avait un réseau de complicité. Un réseau de complicité qui a pris de l'ampleur, notamment sous le règne et sous la direction de Mohamed Yousfi. Oui. Mohamed Yousfi. Oui. Oui. Justement, Mohamed Yousfi, on parle dans son livre, le fameux livre, Le Complot. Donc, il revient sur cette... Oui, il parle dans Le Complot, il parle dans Marche Algérie, Marche, tome 1 et tome 2. Il était parce que, à l'époque de l'état-major, à l'époque de Bembella, quand Bembella est devenu chef d'état-major, c'est lui qui a pris la responsabilité des services généraux. Et il chapeautait tous les services. C'était services généraux, ça veut dire qu'il est le responsable du service de génie, service transmission,
Et réseau de complicité. Oui. Et aussi, comme je dis, un certain service de renseignement, mais apparemment qui n'a pas pu se développer, prendre de l'ampleur, et qui était dirigé par Omar Ben Mahjoub. Oui. Il est structuré donc, dans ses sections, à travers des cellules, sur tout le territoire national d'ailleurs. Hein. Oui, oui. Donc il va y avoir justement ce qu'on appelle le congrès, alors que ce n'était pas un congrès donc, de SDIN, mais qui était une réunion du Conseil national élargi. Donc, et là, tous les responsables du parti, donc les responsables du MTLD, les responsables de l'OS et les responsables du PPA clandestin étaient présents, où Hussein Ahmed va présenter son fameux, son fameux discours. Et là, les décisions qui ont été adoptées à SDIN, donc du côté de Ndefla à l'époque, n'auront pas, ne seront jamais exécutées. Pourquoi? C'est une réunion du comité central élargi aux responsables de l'OS. Le responsable de l'OS, il s'y tenait dans la région de Chlef, précisément à Zidine. Cette réunion-là, il venait après les élections de Nagilan, en avril. Bien sûr, plusieurs mois après, mais les élections de Nagilan étaient une déception pour les partisans de la lutte politique, de la politique électorale. Parce que les élections de Nagilan, en dépit du trafic, il y avait des militants qui ont été lynchés. Ce problème-là, avec ces élections de Nagilan, il y avait un grand conflit entre l'organisation LOS et le MTLD. Le MTLD aussi avait besoin de ses militants. Alors, il y avait un conflit, il y avait une lutte intestine militants dans l'organisation, le parti légal, le MTLD, et membres de l'OS. Par exemple, ça s'est arrivé à Skikda, quand on a arrêté Soudani Bouchma avec deux autres militants. Soudani a pris la fuite, mais les deux autres, on les a arrêtés. Et c'est avéré que l'un des éléments, ils ont déplacé des explosifs de l'Qol al-Harrouch. Alors, on les a arrêtés. C'était un élu municipal. Elle était un municipal. Alors, le responsable du MTLD, il a critiqué l'OS. Il a dit, comment tu as recruté un militant politique pour l'OS? Ça va créer le problème et pour le MTLD et pour l'OS. Alors, il y avait une lutte sur les militants qui va prendre s'accaparer, comme vous l'avez bien dit, les meilleurs militants. Aussi, il y a un problème d'argent. Parce que les campagnes électorales, ça demandait beaucoup d'argent, ça bouffait de l'argent. À outrance. Alors, par contre, le LOS avait aussi besoin de l'argent pour acheter les armes, pour acheter des armes et tout. Alors, il y avait un problème. Maintenant, après l'élection de Nagilan, en quelque sorte, il y avait une sorte de consensus qu'il fallait favoriser l'action armée, l'action directe. C'est la décision prise à SDIN. Voilà. À SDIN, alors, se sont réunis la fin décembre 48, début janvier 49. Il y avait une alerte, alors ils se sont déplacés à Blida. Et la réunion a été finie à Blida. Les responsables de l'OS étaient clairs. Et ils ont mis la direction du parti face à ses responsabilités. Soit vous donnez l'autorisation à l'OS de passer à l'action, parce que c'est bon. Parce que l'OS ne pouvait pas rester dans la clandestinité à l'infini. On crée une organisation, on a créé l'OS, juste pour préparer pour l'action armée. Et maintenant, plus d'une année qui est passée, on l'a créée en février. D'accord, elle a commencé à activer la fin de 47, 48, une année et plus est passée déjà. Alors l'organisation a été prise pour passer à l'action. L'action, elle avait un programme d'instruction, par exemple une brochure où il y avait 12 leçons. Une leçon pour chaque mois. Chaque mois, il y avait une leçon. Maintenant, alors soit vous donnez le feu vert pour l'OS afin qu'elle passe à l'action, ou dissoudre l'OS. On ne peut pas trouver une solution immédiate. D'ailleurs, il y avait un mot d'ordre qui a été repris à SDIN et qui a été applaudi par tout le monde. C'est lutter ou cesser d'exister. Oui, exactement c'est ça. Soit on lutte, soit on... Voilà. Alors, ils ont décidé de favoriser la voie révolutionnaire, l'action directe en matière de militants, en matière de finances, sur tous les plans. Mais maintenant se pose le problème crucial, les armes.
et l'argent, Oui, oui, oui. le financement. Oui. Parce que même en 1947, lorsqu'il a été créé, il a été décidé que l'organisation spéciale devait s'autofinancer. C'était ça. C'est des gens qui comparent parce que, d'accord, les responsables de l'OS eux-mêmes, ils ont décidé de s'autofinancer, oui, parce que le parti ne répond pas à leurs besoins financiers. Mais de dire que le parti qui a décidé de donner l'autonomie financière à l'OS, c'est pas vrai. Par contre, les éléments de l'OS, puisqu'ils ont énormément besoin d'argent pour acheter les armes, et le parti ne leur donne pas, ne répond pas à leurs besoins, alors à ce moment-là, ils ont décidé de s'autofinancer via des opérations comme l'opération de la Poste d'Oran. Avant la Poste d'Oran, mais on a commencé. Attends, je vous ajoute une chose. Oui. D'accord, je ne vais pas parler de la Poste d'Oran. Oui. Mais aussi, il y avait d'autres opérations qu'ils ont programmées. Attaquer le train. Le train, voilà. Colombe, Béchar, Oran. Aussi attaquer électricité, gaz d'Alger. Ils ont programmé plusieurs opérations pour s'accaparer d'argent. Les recettes. Alors, donc, il y avait une série d'opérations pour récupérer l'argent, mais à un certain moment, on voulait d'abord renforcer, on voulait d'abord avoir des armes, c'est-à-dire un premier lot. C'est dans ce sens que Boudiaf a commencé donc à ramasser des armes. Et Ben Boulaïd également. Donc, qu'en est-il exactement? Oui, oui. Ils ont organisé plusieurs opérations d'acheminement d'armes. Oui. Réellement, ce n'est pas Boudiaf qui a commencé. Oui. L'opération a commencé avec Belouizdad. Oui. Belouizdad, quand on était à Constantine 45, après les massacres de mai 45, il était dépêché à Constantine pour structurer le parti, parce que c'est la région qui était la plus touchée. Oui. Et lui était très compétent. Et il était, comment dirais-je, à la hauteur de cette mission. Alors, à Constantine, dans la ville de Constantine, son activité rayonnait sur tous les départements, bien sûr, le Chétif, allant jusqu'à Ouadsouf, Biskra et tout. Et il était même hébergé apparemment chez un militant du poste de Biskra de Ouadsouf. Oui. En contact, en échangeant, il a pris connaissance qu'il y a une certaine disponibilité en matière d'armes à Ouadsouf. Oui. Pourquoi ? Parce que durant la Deuxième Guerre, il y avait des batailles en Libye entre les forces de l'Axe et les forces de l'Allié. Et là-bas, ils ont laissé beaucoup d'armes, beaucoup de munitions, ce qui permet l'épanouissement d'un certain trafic d'armes. Ouais. Et les gens de Souf ont acheté des armes. Alors, il a eu cette information. Maintenant, une fois qu'il a pris la responsabilité de l'OS, il ne cessait de penser à récupérer des armes. Même quand il est malade, il a laissé sa place pour Aït Ahmed. Il a activé dans ce sens-là. Ils ont envoyé Mahsas, qui allait à Constantine, puis allait à Biskra, ou à Souf. Même Aït Ahmed, il s'est déplacé là-bas. Et comme ça, ils ont pu organiser deux opérations d'acheminement. La première, c'était en 47, la fin 47. Ils ont pu acheter 33 A. Et la deuxième opération, c'était en 1948, plus de 100 armes. Et la majorité de ces armes-là étaient stockées aux Aurès. Et ces armes-là, ce stock d'armes-là, qui sera utilisé le 1er novembre. Comme on le sait tous maintenant, qu'aucune arme n'a pu entrer en Algérie avant le 1er novembre. Ouais. Malgré des tentatives, malgré les efforts émis pour s'armer, aucune arme n'est entrée en Algérie avant le 1er novembre. Les actions du 1er novembre 1954 étaient organisées en grosso modo avec les armes de l'os. Ouais. Avec les armes de l'os, notamment ce stock-là qui était aux Aurès. Ça, c'est grâce à Belouizdad. Bien sûr, Belouizdad n'était pas seul, Aït Ahmed, Mahsas, Boudiaf, Ben Mehidi, et bien sûr les militants de Ouadsouf, les militants de Biskra, les militants des Aurès, tout le monde a contribué. Alors, dans l'histoire de l'OS également, donc vous l'avez évoqué, l'histoire de la Poste d'Oran, donc c'était donc... oui, la Poste d'Oran pour avoir... un coup d'éclat. Sur le plan historique, c'est vraiment un coup d'éclat, mais qui aura des répercussions sur... néfastes, oui, néfastes. Sur l'OS. Oui. Là, c'est
manifestation de la lutte intestine entre l'organisation paramilitaire et l'organisation politique, parce qu'on n'arrive pas à lui offrir, à lui répondre à ses besoins financiers. Elle est contrainte de s'autofinancer, comme vous l'avez bien dit. Oui. Alors, ils ont organisé cette opération. La première tentative était en mars, elle n'a pas réussi pour des raisons, des détails dont on n'a pas besoin d'en parler. Oui. Et il y avait une autre tentative qui a réussi en avril 49. Et on a pu récupérer plus de 3 millions de centimes. Ouais. 3 millions à l'époque, 3 millions. Mais en réalité, d'après des témoignages, on aurait pu récupérer beaucoup plus. Parce qu'il y avait dans le trésor de la Poste, il y avait plus de 80 millions. Mais tellement ils étaient hâte, ils étaient un peu, se sont précipités et ça risquait de se retourner mal. Alors, ils ont récupéré 3 millions. Mais est-ce que la question qui s'impose, est-ce que la mission de l'os, est-ce que récupérer ou s'autofinancer, trouver de l'argent, ça rentre dans la mission de l'os? Parce que quand originelle, l'entrée. Oui, oui. L'os avait une mission préparatoire. Elle n'était pas opératoire. Ouais. Elle est au stade préparatoire. Elle préparait l'action armée, mais elle n'avait pas passé aux actions. Comme elle va le faire avec la liquidation des milices noires en Kabylie, avec la tentative de faire exploser la stèle de l'émir à Cachou, avec cette fameuse opération de la Poste d'Oran, avec d'autres opérations qu'on a programmées, qu'on n'a pas pu réaliser, comme l'attaque du train de Béchar-Oran, etc. Est-ce que ça rentre dans la mission de l'os? À mon avis, non. Elle avait pour mission préparatoire. Et pour que la préparation réussisse, elle doit préserver le secret. Et si elle passe aux actions, elle passe à la phase opératoire. Elle sera nécessairement découverte. Alors, c'était un risque. Ouais. Et c'est ce qui est arrivé. D'ailleurs, juste après la Poste d'Oran, la France, malgré que la presse de l'époque a parlé d'une certaine mafia qui venait de l'Europe, qui venait de la France, d'un certain Pierre Le Fou, peut-être qui avait attaqué, etc. Mais en réalité, les services secrets, juste après l'opération, ils savaient que c'était l'os. Ils ont pu arrêter Haj Ben Allah, responsable d'Oran. Ils ont pu arrêter Hamou Boutlili, c'est le chef du département d'Oranais. Ils ont pu arrêter Khdifi Ben Ali qui a participé. Ils ont arrêté le chauffeur, Khitar. Ils l'ont arrêté. Ils ont pu identifier Eid Ahmed et Mbella, les deux responsables, le premier responsable lors de l'opération et juste Mbella qui l'a remplacé juste après l'opération. Ils ont pu les identifier, ils ont émis des mandats d'arrêt contre eux, à l'encontre d'eux. Ouais. Enfin, alors, ça avait des effets néfastes, parce que l'os avait une mission, sa mission c'est de préparer. C'est pas de passer à l'action. Des signes paramilitaires, donc il ne devait pas, donc ne devait pas être révélé. Oui, mais la direction de l'OS a fait ça parce qu'elle était contrainte de le faire. Pourquoi? Parce qu'une organisation révolutionnaire qui marche avec le rythme d'une direction politique, légaliste, c'est là le problème. Là, le problème, et peut-être quand on va parler de la découverte de l'os, on va y revenir. Ce qui va nous conduire, donc, oui. découverte, 49, donc au printemps, donc on est au printemps 1940, au printemps 50, l'os sera donc... le comble, et le paradoxe. D'ailleurs, l'histoire est pleine de paradoxes. À chaque fois, on se trouve face à un virage. C'est qu'avec la réunion d'Esdin, les problèmes vont commencer. Le cycle de crise va commencer. Primo, la crise appelée berbériste, une crise très compliquée et qu'on ne peut pas en parler parce que ça va prendre beaucoup de temps. Juste après, Debarine lui aussi est accusé de berbériste alors qu'il n'a rien à voir avec le berbérisme. Debarine l'accuse de Debarine et puis ça vient la découverte de l'os. La découverte de l'os. L'os est découverte et puis elle est démantelée. La version répandue, c'est qu'un militant de l'os a été agressé par un commandos
parce que lui, il a décidé de quitter l'os. Comme vous savez, je ne l'ai pas dit, mais il faut le dire que quand on rentre dans l'os, on n'a pas le droit de sortir. La direction régionale de l'os, à l'époque, c'était Ben Mehidi, parce que Boudiaf s'est déplacé à Alger. On a dépêché un commandos. À la tête du commandos, il y avait les deux Chmourad, et qui a agressé ce militant-là. Une fois agressé, ce militant-là, il est allé vers le plus proche commissaire de police, au poste de police, et il a divulgué le secret de l'os. Et puis, maintenant, on a beaucoup de données. Je ne peux pas parler ces données, ce qu'on a dit à propos de l'opération d'Oran. Ouais. Juste après l'opération d'Oran, les renseignements généraux, ils ont su que derrière cette opération, une organisation paramilitaire clandestine qui était l'os. Ils savaient, ils ont pu identifier les responsables de cette organisation qui sont Aït Hamed et Ibn Bella. Alors, en réalité, ce qui s'est passé en mars, le 18 mars 50, ouais. Avec ce qu'on appelle l'opération de Tébissa ou l'incident de Tébissa, c'est que la police a décidé maintenant de passer d'une phase à une autre. Ouais. La première phase, c'était la phase de renseignement. Elle traquait l'os, elle recueillait des informations et tout. Maintenant, elle a décidé de passer à la deuxième phase qui était le démantèlement. C'est tout. Ce n'est pas l'opération de Tébissa qui a conduit à la découverte de l'os. Au contraire, l'os a été découverte bien avant. Par exemple, la Zaba, des militants se réunissent dans les cimetières. Alors, l'information, les gendarmes étaient informés. Ils sont venus à la cimetière, ils ont pris la fuite, ils ont laissé leurs documents, y compris une brochure d'instruction militaire. Ouais. Aussi, la même chose presque s'est passée à Ain Mouchent. Ouais. On a récupéré un document, 2 ou 3 leçons de la brochure d'instruction militaire sur Ammar Zaouch. Ouais. La même chose qui s'est passée à Sidi Riche. Il y a beaucoup de cas similaires, et je pourrais citer des dizaines. Aussi, quand on parle de démission, Abdelkader Khiari n'a pas démissionné parce qu'il n'a jamais été membre de l'OS. Mais il y a d'autres militants qui ont démissionné. À Constantine elle-même, un grand militant, un chef de groupe ou même un chef de section, et qui était intellectuel, il a démissionné. À Tébissa, dans un témoignage avec Abdelrahman Guiras, Allah yarhamou, il m'a parlé qu'un grand militant aussi à Tébissa, à Biskra, qui a démissionné. Alors on a dépêché un groupe de Constantine pour à Mayou, à Bahalil, un militant il y a à Annaba. Alors c'est pas là le problème. C'est pas le problème. Le problème réside ailleurs. C'est que pourquoi on a découvert l'os? Le problème réside dans sa création. Quand on a créé l'os, c'est pas selon une vision stratégique qui visait à enclencher, à déclencher l'action directe, mais on l'a créé juste pour régler un problème interne. Une crise, pour surmonter une crise interne. C'est pas la preuve, c'est qu'on n'a pas pris la décision de passer à l'action. Jamais. Jamais, on ne l'a jamais pris. Normalement, si on fait une petite comparaison avec le FLN, il a été créé en juin, à peu près en juin 54. Il passe à l'action en novembre. Malgré la période de 5 mois ou un peu plus ou un peu moins, la police a découvert, a divulgué le secret du FLN. Elle a pu le noyauter à travers Abdelkader Jili Belhaj, Abdelkader Suleiman Lejoudane, etc. et d'autres. Mais elle n'a pas pu mettre en échec l'action du FLN. Pourquoi? Parce que quand le FLN, avant de créer le FLN, on a pris la décision de passer à l'action. Et puis on a créé l'organisation qui va réaliser ce passage à l'action. Mais pour là, c'était le contraire. On a créé l'organisation pour préparer, et puis la décision de passer à l'action, on ne l'a jamais prise. Parce qu'on n'était pas convaincus. Les responsables du parti n'étaient pas convaincus. Je ne dirais pas parce qu'ils sont contre la révolution, mais pour eux, le moment n'était pas opportun. Ils étaient tous pour l'indépendance comme objectif, ils étaient tous pour la révolution comme moyen pour accéder à cette indépendance, la révolution armée. Mais est-ce que le moment est opportun? C'est là que les gens, les responsables du PPM-TLD se divergent. Alors, on a créé l'OS pour satisfaire cette jeunesse, pour surmonter une crise, mais pas pour déclencher la révolution. Alors, la première année, ça a été très bien.
On a surmonté la crise. Une fois l'année passée, et l'organisation était prête, ça a commencé les problèmes. Et ça a mené à ce que les responsables de l'OS déviaient cette organisation de sa mission préparatoire. Ils commencent à organiser des opérations, ce qui a conduit à la découverte de cette organisation. Aussi, les militants, après avoir réalisé le programme d'instruction durant toute une année, on leur demande de le refaire une deuxième, puis une troisième année, c'est la lassitude, c'est la frustration, et ça commence l'indiscipline. Et des militants qui veulent quitter cette organisation parce que c'était son lendemain. L'horizon était obscur. On ne sait pas où on va. Et enfin, on a donné le temps. Dernière question. Donc, mars 1950, c'est la fin d'une organisation, mais pas de l'esprit. Au contraire. On s'est débarrassé de la forme au profit du fond. Cette forme-là, elle était en quelque sorte une prison pour le fond. Il y avait un fond révolutionnaire. Et cette forme-là était contraignante. Maintenant, on l'a libérée. Et maintenant, c'est comme si, alors les éléments révolutionnaires, avant, c'est comme s'ils poussaient la porte pour l'ouvrir dans l'autre sens. Ouais. Et maintenant, ils vont découvrir que la porte s'ouvre dans leur sens. Parce qu'au lieu d'attendre que les responsables politiques prennent la décision de passer à l'action, il faut faire en sorte qu'eux-mêmes, qui vont prendre cette décision, ce qui va se réaliser en 1954. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie, Hassan. Merci beaucoup d'avoir donc évoqué l'histoire de l'organisation spéciale. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire et historien donc à l'université de Bouira. Vous êtes directeur du laboratoire de recherche Histoire locale, mémoire collective et nouvelle approche. Encore une fois, merci. Je tiens à remercier l'équipe technique du Studio 7. Excellente soirée et à bientôt.